C'est ça, je vais vous parler aujourd'hui de quelques exemples en ce qui concerne le type de traitement des eaux de lavage. Xavier en a fait la mention brièvement. Je vais rentrer un peu plus de détails pour vous permettre d'identifier, grosso modo, quelles sont les solutions qui sont envisageables. Parce qu'on sait d'une entreprise à l'autre, il y a beaucoup de facteurs là, qui entrent en jeu, la période de lavage, la situation, l'emplacement disponible. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération et aussi les critères à respecter en fonction de la réglementation là, qui vous sera imposée. Donc, j'essaierai de vous présenter quelques exemples et par la suite, ça vous permettra là, de faire une comparaison, d'identifier ceux qui semblent le plus intéressants pour votre situation. Donc, voici les sujets qui seront abordés. On va premièrement parler un peu plus des indicateurs sur la qualité des eaux. Par la suite, on va regarder un peu plus en détail aux équipements de réduction à la source, plus particulièrement les dessableurs et les déterreurs. Puis finalement, on va regarder quelques exemples de systèmes de traitement des eaux de lavage. Dans le fond, ils peuvent être catégorisés par leurs objectifs. Donc, premièrement, il y a l'enlèvement des débris. Par la suite, il y a l'enlèvement des matières solides, il y a la réduction des éléments nutritifs et finalement l'enlèvement des matières dissoutes. Donc, il suit un peu ce cheminement-là chronologique. Encore une fois, tout dépendamment de vos objectifs à atteindre, il se pourrait qu'il y en ait juste quelques-uns ou une combinaison d'une coupe, dans le fond. Je vais vous présenter un peu les grandes lignes d'une série là, de systèmes qui permettent de répondre à ces besoins. Donc, commençons à parler par rapport aux indicateurs sur la qualité des eaux. Donc, ils peuvent être regroupés en trois différentes catégories. On a les indicateurs chimiques, physiques et biologiques. Et Xavier en a fait la mention brièvement. Les indicateurs qui pourraient être qui pourraient vous concerner le plus ou dans la réglementation. On parle ici là, des indicateurs chimiques tels que la demande biochimique en oxygène, le pH, les éléments nutritifs et aussi peut-être dans certains cas des pesticides. Par la suite, on a les indicateurs physiques qui peuvent être la couleur. Il peut y avoir aussi la température et peut-être l'indicateur le plus parlé, c'est la concentration de matière en suspension. Donc, dans le fond, c'est une concentration volumétrique de masse, donc la quantité de particules euh, solides qui se trouvent dans l'eau et qui ont une taille plus grande que 2 microns. Donc, ça regroupe toutes les particules qui sont dans l'eau sur une base volumétrique. Donc, c'est une concentration qui est établie. Et finalement, on peut aussi parler des indicateurs biologiques, tels que le colis, les coliformes ou d'autres pathogènes. Pas que c'est quelque chose qui est visé particulièrement par la réglementation, mais c'est bon de savoir qu'il se classe dans un autre type, une autre catégorie d'indicateurs. Donc, une fois qu'on a pris connaissance de tous ces indicateurs-là, ça va nous permettre de mieux comprendre quels vont être les indicateurs que les équipements ou les systèmes vont travailler ou euh, ils vont s'appliquer à quel indicateur. Donc, on va commencer à regarder aux équipements de réduction à la source. Donc, comme j'ai mentionné, là, c'est principalement le déterreur et les dessableurs. Puis dans le fond, le processus qu'ils utilisent, c'est l'enlèvement mécanique des particules de terre. Donc, ils vont agiter mécaniquement les cultures. Comme pouvez voir, là, ça c'est juste un exemple d'un déterreur. Puis la terre qui va être agitée va tomber dans un récipient. Elle ne rentrera pas en contact avec l'eau. Donc, un de ses avantages, c'est que ça a quand même une assez bonne efficacité euh, générale pour la réduction des particules de terre. L'IRDA avait fait des essais et avait démontré une efficacité d'environ 72 en moyenne là, pour l'enlèvement des particules de sol sur les cultures. Donc, c'est quand même une bonne diminution à cet effet. C'est aussi assez abordable
il y a une fiche sur AgriRéseau qui présente, dans le fond, les coûts pour l'autoconstruction d'un déterreur de 18 pouces par 48 pouces à un coût environ de 4 600 $. Donc, ça a quand même des coûts assez abordables. Sinon, il peut aussi y avoir l'achat d'un fournisseur, puis il y a quand même une bonne sélection sur le marché de disponibles, tout dépendamment de vos. Il y a différentes largeurs, différentes dimensions, puis ils peuvent être adaptés en fonction de vos cultures que, que vous l'avez, là, nécessairement. Et finalement, le point le plus important, c'est que ça facilite de beaucoup le travail du système de traitement des eaux ou la gestion de celle-ci. Donc, ça peut réduire la complexité d'ajouter d'autres systèmes, d'en inclure, parce que justement, ces particules de sol pourront être enlevées au sec et donc elles ne se mélangeront pas avec l'eau qui sera par la suite utilisée pour le lavage. Donc, c'est un équipement assez primordial à installer parce que ça va éviter là, une charge supplémentaire euh, qui va qui va entrer en contact avec l'eau et ça va par la suite permettre là, de, de favoriser ou de faciliter le travail du système de gestion des eaux de lavage. Un de ces désavantages que j'ai mis, c'est que ça vise principalement les légumes racines, donc la carotte, betterave, panais, le navet et la pomme de terre principalement. Il y a aussi d'autres déterreurs qui utilisent la pression de l'air comprimé pour déloger les particules de sol. Donc, tu sais, il y en existe d'autres, mais ce modèle que je fais référence s'applique principalement pour les légumes racines. Une fois qu'on a enlevé le plus de particules de sol possibles initialement. On peut par la suite passer au filtrage physique des débris un peu plus grossiers. Donc, on parle ici du filtre à papier à déroulement automatique ou le filtre à tamis parabolique. Donc, c'est, comme je viens de mentionner, là, c'est des équipements qui peuvent capter les débris plus grossiers. On parle ici des résidus, des végétaux, des plus grandes particules euh, qui se trouvent là mélangées avec la récolte. Donc, une fois que le lavage est effectué, l'eau va avoir une charge de ces débris-là plus grossie et ces systèmes-là vont être capables de faire un filtrage préliminaire de ces grands débris-là. Ils ont quand même des prix assez abordables et une bonne disponibilité. Il y a notamment des fournisseurs là, qui peuvent vous fournir un filtre à tamis parabolique ici au Québec. Ils ont quelques pas que c'était un désavantage, mais ça fait juste partie de leur conception. C'est que c'est vraiment réservé à la gestion des débris grossiers et ces débris-là, ben, ils vont devoir être récupérés et gérés par la suite, là. Donc, soit les enlever, il peut y avoir un peu d'entretien qui est associé à l'enlèvement, à la récupération de ceux-ci. Donc, c'est juste quelque chose à prendre en considération. Et l'autre désavantage, ben, c'est sûr que ces filtres-là préliminaires, c'est des compromis entre leur efficacité de filtration et leur temps de colmatage. Donc, plus le filtre va être capable de capter de plus petites particules, surtout en début de processus, plus il va y avoir tendance à colmater et à perdre de son efficacité. Donc, c'est sûr que ils sont quand même conçus pour laisser passer des particules assez quand même euh, tu sais, pas des particules trop fines. Donc, c'est sûr que l'eau qui va quand même filtrer à travers ces équipements-là auront sensiblement une charge, notamment de MES et de matière dissoute quand même encore importante. Donc, c'est juste une étape préliminaire qui peut quand même être combinée au déterreur, par exemple, pour essayer d'améliorer la situation en ce qui concerne la qualité des eaux qui seront récupérées. On passerait par la suite à un autre système qui sont, dans le fond, les bassins de sédimentation. Donc, ils utilisent le processus de décantation des particules de sol. Ils peuvent être soit des bassins hors sol,
hors sol en béton ou par exemple, ou dans un matériau, pardon, où ils peuvent être aussi enterrés ou aménagés dans le sol. Donc, il y a plusieurs différents aménagements qui peuvent être conçus. Puis dans le fond, ils vont travailler avec le processus de sédimentation des particules de sol dans l'eau. Donc, grosso modo, ils ont des avantages parce qu'ils sont bien adaptés, notamment pour le traitement ou la réduction des particules de sol minérales, donc sensiblement les particules plus grossières telles que le sable et le limon. Ils ont aussi, c'est quand même des procédés assez simples avec des coûts opérationnels et d'entretien assez faibles. Donc, il y a un peu de gestion des sédiments qui doit se faire, mais somme toute, c'est quand même un système assez passif qui ne nécessite pas beaucoup d'intervention une fois qu'il est bien implanté. Ils ont peut-être pas des désavantages, mais juste quelques facteurs à prendre en considération. C'est que leur efficacité est directement liée à leur conception. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer leur efficacité, tels que les dimensions du bassin, le volume, puis le débit d'eau entrant puis sortant du bassin. Et dernièrement, c'est quand même efficace pour les particules de sol plus grossières, mais lorsqu'on parle des particules un peu plus fines, telles que les matières organiques et les matières dissoutes dans l'eau, telles que les éléments nutritifs, euh, c'est c'est- c'est- c'est peu efficace. Donc, je vais vous montrer à la diapositive suivante qui va vous présenter quelques éléments de recherche du guide, pas du guide, mais du ministère de l'Agriculture de l'Ontario qui a publié quelques recherches face à ça. Donc, on peut voir, si on regarde au tableau en bas brièvement, on voit que le sable, le limon et l'argile sont des particules un peu plus denses et si on les compare à la matière organique, la terre noire, la tourbe, ils sont beaucoup moins denses et ils vont avoir tendance à demeurer en suspension avec l'eau. Donc, les particules de sol minéral vont avoir tendance à mieux sédimenter. On peut voir ici, je ne sais pas si vous voyez pas mon curseur, là, désolé, mais dans le premier tableau, plus en haut, on voit que le temps de sédimentation pour le sol minéral se situe à environ quelques minutes, de 14 minutes à quelques jours au maximum. Tandis que si on regarde la terre noire avec la matière organique plus grande que 80 on parle de plusieurs jours à même quelques années là, dans le cas extrême. Donc, ça fait simplement illustrer que ces bassins-là de sédimentation sont mieux adaptés pour le sol minéral, principalement le sable et le limon. Donc là, on va passer à un processus qui est un peu moins passif, qui sont les filtres à sable rapides. Ils peuvent être utilisés ou ils sont notamment utilisés après les bassins de sédimentation. Ils ont quand même des bonnes performances, notamment pour les matières un peu plus fines. Donc, on vient de voir que les bassins de sédimentation, c'était pour les particules un peu plus grossières. Les filtres à sable rapides sont plus efficaces pour les particules un peu plus fines. Euh, un de leurs désavantages, par contre, c'est que c'est un système beaucoup plus complexe avec un coût d'achat et opérationnel élevé. Il y a quand même beaucoup de pompes, beaucoup de tuyauteries, pardon, de systèmes électromécaniques qui doivent être installés. Donc, c'est ça que ça rajoute la complexité et les coûts associés à tout ça. Comme je viens de mentionner, le traitement primaire sédimentation peut être fort efficace avant de passer au filtre à sable rapide, donc de faire suivre le bassin de sédimentation par un filtre à sable rapide pourrait être une solution quand même intéressante. Et finalement, quelque chose qu'il faut prendre en considération, c'est que le filtre, étant donné qu'il utilise le processus de filtration physique, il va se colmater au courant de son utilisation. Et donc, un des moyens pour le nettoyer, c'est un rinçage à contre-courant qui est effectué. Ce rinçage à contre-courant-là, ben, l'eau qui va servir pour rincer le filtre à sable, ben, il va devoir être géré adéquatement. Là. On ne pourra pas le, tu sais, il va falloir porter attention à sa gestion, donc soit
Un des exemples, ça peut être de l'assécher sur une dalle de béton pour faire évaporer l'eau et ensuite récupérer les sédiments qui seront asséchés. Ça peut être un bon exemple de gestion face à cela. Je penserais à un autre filtre à sable qui s'appelle le filtre à sable lent. Ça, c'est aussi un autre exemple. Il est quand même différent du filtre à sable rapide. Le processus qu'il utilise, c'est plus une filtration physique et un traitement biologique. Donc, ça va être un système passif qui va effectuer la filtration sensiblement juste avec la gravité. Donc, il va y avoir un lit, le lit du filtre va être composé de différentes agrégats. Donc, il va y avoir sensiblement du sable et peut-être d'autres matières un peu plus grossières. Ça va favoriser aussi la croissance de micro-organismes biologiques qui vont être capables là, justement de réduire la turbidité de la matière organique et quelques indicateurs biologiques qui peuvent se trouver dans l'eau. Euh, Sensiblement, ça a des entretiens relativement faibles, avec des coûts opérationnels quand même assez faibles aussi. Ça nécessite un nettoyage périodique, mais sinon, il n'y a pas d'autres coûts là, euh, euh, très importants à prendre en considération. Quelques désavantages de ce filtre, étant donné que c'est un peu plus passif, ça a une filtration un peu plus lente. Donc, on parle d'ici dans la littérature d'environ 1,1 à 0,3 mètres cubiques par heure par mètre carré de surface du filtre. Donc, plus le filtre est grand, plus il y a la capacité volumétrique augmente par le fait même. Donc, ça pourrait être, ça doit être considéré là, par l'ingénieur qui fait la conception de celle-ci. Euh, Encore une fois, un traitement primaire, sédimentation dans un bassin ou dans une lagune peut s'avérer fort nécessaire si elle a une forte concentration de MES. Et étant donné que c'est un processus biologique qui va être efficace notamment là, pour la matière organique, euh, son efficacité lors de températures froides est très moindre. Donc, c'est un processus qui est beaucoup mieux adapté à notre période estivale euh, lorsque les températures le permettent. Je penserais à un autre exemple de traitement qui, qui a été recherché ou il y a eu des recherches présentes dessus. Ça s'appelle la centrifugeuse et dans le fond, c'est un processus de sédimentation accélérée. Donc, comme on a vu un peu avec les bassins de sédimentation, euh, on, on- on essaie de dissocier avec les différentes densités des particules et de l'eau. On essaie de séparer, de décanter les différentes composantes. La centrifugeuse va appliquer un processus similaire, mais va le faire de façon accélérée notamment en utilisant la force centrifuge. Donc, un de ses avantages, c'est que c'est plus efficace pour les plus petites, dans le fond, pour les particules de sol en général et aussi celles organiques, étant donné qu'il y a plus de force qui est appliquée pour dissocier les particules, il va y avoir une meilleure efficacité pour les MES notamment. Comme vous pouvez voir dans la photo, ça requiert quand même un espace limité, donc c'est pas quelque chose de très grand, somme toute. Ça a aussi une bonne capacité de traitement, là. Les équipements que je fais référence peuvent traiter environ un 120 000 litres par, euh, par jour. Donc, ça a quand même de très bonnes capacités volumétriques de traitement. Malheureusement, un de leurs désavantages, c'est que ça a quand même des coûts d'achat et coûts opérationnels assez élevés en termes du prix de l'équipement qui peut approcher aux alentours de 100 000 $. Puis aussi les coûts opérationnels, là, l'électricité notamment, là, c'est quand même quelque chose assez énergivore dans ce point-là. Donc, c'est à prendre en considération. Ça pourrait être jumelé à d'autres alternatives. Euh, mais ça a certaines limitations face à ces points-là. Je passerai à la prochaine diapositive, l'avant-dernière, les bassins d'aération.
Donc, les bassins d'aération, ça a été aussi utilisé par l'IRDA lors de leur recherche pour favoriser, dans ce cas-ci, la décomposition aérobie de la matière organique. Donc, ça a été très prometteur pour la matière organique et aussi pour la pigmentation, coloration, pardon, et la matière organique qui a une influence là, sur la DBO, l'indicateur, la DBO5, donc la demande biochimique en oxygène de l'échantillon d'eau. Donc, ça a quand même de très bons avantages pour réduire la coloration si on fait, par exemple, là, le lavage de betterave ou si on a beaucoup de matière organique dissoute dans l'eau. L'aération du bassin va favoriser la décomposition aérobie des micro-organismes sur les particules qui se trouvent dans l'eau et ça va favoriser là, la décomposition de ceux-ci. Quelques critères à prendre en considération, c'est que ça exige une conception, une gestion un peu plus minutieuse. Donc, c'est sûr qu'on est en train de favoriser la croissance aérobie des micro-organismes pour effectuer la décomposition de cette matière organique-là. Donc, il faut être sûr que le processus se déroule bien afin d'atteindre les différentes exigences qu'on veut obtenir. Et une fois que le bassin sera aéré, il va y avoir nécessairement beaucoup de turbulences et beaucoup de mélange qui va se faire dans le bassin. Un bassin de sédimentation, communément appelé un clarificateur, doit suivre après celui-ci. Donc, il doit être idéalement suivi par un autre bassin. Encore une fois, les dimensions seront à déterminer en fonction de votre quantité d'eau à laver, euh, et votre débit, etc. Donc, il doit suivre et il doit être conçu en fonction des critères à respecter, tout simplement. Passe au dernier exemple. Encore une fois, il y en a beaucoup. Je voulais juste vous donner un aperçu de ceux que je trouve intéressants, potentiellement intéressants pour la gestion ou le traitement des eaux de lavage. On parle ici des marais artificiels ou les bandes végétalisées filtrantes. Donc, c'est des aménagements qui utilisent les processus de filtration biologique chimique et aussi physique. Donc, ça regroupe vraiment les trois dans un seul coup. Les avantages du système, c'est qu'ils sont bien adaptés, notamment pour traiter les matières organiques et les nutriments qui peuvent être, dans une grande majorité du temps, dissous dans l'eau. Il va y avoir des micro-organismes dans le sol, les racines, les végétaux qui vont intercepter, absorber ces nutriments-là pour en réduire la concentration. C'est important aussi de savoir que ils sont conçus dans une zone définie, des milieux ou des bassins tampons dans lesquels les eaux usées ou polluées vont transiter avant d'être rejetées dans le milieu naturel. Donc, comme on peut le voir dans le schéma, on voit l'eau intrant à gauche et on voit le schéma indique qu'il y a une membrane imperméable qui fait le contour de la bande ou du marais artificiel. Donc, on veut vraiment que l'eau qui est l'eau intrant euh, qui entre dans le marais artificiel n'entre pas en contact avec peut-être d'autres eaux de surface ou d'autres eaux souterraines, par exemple. Lorsqu'ils sont conçus, c'est vraiment des systèmes fermés et qu'ils ont un point, euh, un point à la sortie. Et ce point-là, euh, si, le, si les critères en termes de qualité d'eau doivent être respectés, ben, l'échantillon se fera au point de sortie afin de vérifier la performance du marais ou de la bande végétalisée, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple d'un système qui est conçu. Il y a certains désavantages de concevoir ce type d'aménagement-là. C'est que c'est sûr que ça a beaucoup de limitations durant l'hiver. C'est très difficile de les entretenir, voire quasiment impossible. Ça exige aussi un grand espace, étant donné que euh, tout dépendamment des débits aussi qui sont acheminés, etc., ça peut exiger un grand espace qui devra être consacré là, sur une partie de votre terrain. Euh,
Et je le dis de cette manière-là, mais ça ne pourrait pas être construit sur un boisé ou un milieu naturel existant. C'est vraiment un aménagement à part qui est fait sur votre propriété qui s'adresse à ce traitement-là. Et finalement, ça requiert quand même un entretien rigoureux pour s'assurer qu'il y ait une bonne performance du marais artificiel. Donc, replantation de végétation, entretien, nettoyage, etc. Donc, c'est quand même un processus assez qui nécessite quand même un entretien assez rigoureux. Rigoureux, pardon. Donc, j'arrive à la conclusion. Euh, je vous ai présenté initialement les indicateurs, quels sont ceux qui seront potentiellement visés ou les plus importants à retenir. Par la suite aussi, l'efficacité du déterreur et les différents types de systèmes de traitement qui peuvent être utilisés. Euh, un point important à prendre en considération, c'est qu'il y a une grande efficacité du déterreur, donc qui réduit de beaucoup l'effort du système de traitement des eaux. Comme on vient de voir, il y a beaucoup de systèmes qui peuvent être mis en place, une combinaison de quelques éléments, mais si on réduit d'entrée de jeu les particules de sol qui entrent en contact avec l'eau, bien, ça va faciliter de beaucoup la gestion de celle-ci. Deuxième point, c'est que, comme je viens de mentionner, il y a plusieurs méthodes de traitement des eaux. Je vous ai présenté quelques exemples. Ce n'est pas une liste exhaustive. Puis, il y a plusieurs combinaisons qui peuvent se faire, tout dépendamment de vos besoins et de vos critères à respecter. Et finalement, ben, comme je viens de vous montrer, c'est quand même des systèmes qui peuvent devenir assez complexes, qui sont interconnectés et qui, par le fait même, nécessitent la conception par un ingénieur. Donc, c'est quand même euh, chaque petit détail compte. Chaque type de solution qui est mise en place a des impacts sur le système qui va suivre, que ce soit très simple comme un bassin ou une lagune de sédimentation. Ben, sa performance va avoir nécessairement des effets sur le système qui suivra. Et le déterreur, ben, sa performance va avoir un impact sur les systèmes qui suivront celui-là. Donc, sont tous interconnectés. Puis c'est dans le fond, une bonne conception d'un ingénieur va vous permettre là, de s'assurer que votre système est fiable et qu'il répond en tout temps euh, les critères associés à la réglementation. Je voulais aussi terminer sur un dernier point qui est que l'IRDA est en train de faire des recherches sur l'électrocoagulation. Donc, c'est un processus de sédimentation accélérée par l'ajout, dans le fond, ils vont faire la coagulation des matières en suspension avec de l'électricité. Et donc, c'est une méthode qui est actuellement en stade de recherche par l'IRDA. Ils sont en train de faire des recherches pour voir sa faisabilité pour l'appliquer sur les eaux de lavage chez les entreprises au Québec. Et on suivra de ces détails-là pour voir si c'est quelque chose qui a un potentiel qui pourra permettre aux entreprises de, de, de se conformer là, à la réglementation. Donc, ça vient de terminer ma présentation. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à nous en faire part, m'en faire part, puis je pourrais vous répondre là, par la suite